ce matin à Mathilde. Ouais. Il disait, mais j'ai pas reçu. Mais en fait, on n'a pas été vraiment bien informés sur qui Ben faisait non. ça, parce que moi, je pensais que je pouvais le faire moi-même, en fait. Parce que normalement, on peut aussi créer nous-mêmes un webinaire avec Zoom, mais on t'a embêté à chaque fois, Justine. Bah, est-ce qu'il faut pas que ça passe par un des établissements partenaires? Tu vois, plutôt que par une voie privée, peut-être que c'est pour ça que Pas on est trop. toujours passé par Lille, qui a un partenariat avec Zoom. Ça enregistre déjà, là, en fait, que je vois un machin enregistrement. Oui, ça Ah, enregistre ok. déjà, mais en fait, donc, comme on est en section practice, une fois que c'est enregistré sur le cloud, après, moi, je coupe. C'est-à-dire que l'enregistrement, je vais couper tout ce qui était là entre nous et Ah ouais, ça ok. commencera au moment où tu feras la présentation, Isabeau. Et pareil, à la fin, si, comme la dernière fois, par exemple, Mathilde avait laissé un moment le temps de savoir si tout était bien enregistré, tout ça, je l'ai coupé pour vraiment, quand elles disent bonne soirée, au revoir, ciao, ciao, et clac. Ça permet d'avoir des moments de coupure un peu plus longs pour Ouais, bien segmenter. ok. Et on sait combien de personnes se sont inscrites? Non. Alors ça, c'est Pascal et normalement Mathilde sait, moi malheureusement je sais pas. Et Isabeau, t'as une idée? Non. Non, non. J'ai pas demandé pour toi, je dois avouer. Bon, c'est aussi bien. Bah, il y a en moyenne une trentaine d'apprenants. Je sais que pour Isabeau, il y avait à peu près 40 personnes qui étaient là présentes. Il y avait une centaine d'inscrits, mais 40 personnes présentes. Pour celui de Jean, c'était dans le même nombre. Donc après. Ouais, après, bah, comme je disais l'autre fois, en ce moment, il y a tellement de webinaires C'est ça. que bon, ben, c'est un peu compliqué de tirer son épingle du jeu. Aujourd'hui, il y en a deux autres, je crois, qui étaient aussi intéressants et qui sont autour de la formation à distance. Donc, bon. Ben, Bon, c'est de pas toute grave, façon, hein. tu vois quand même personne quand tu parles, donc voilà. Oui, c'est vrai que je ne verrai personne. Donc finalement, oui, ça ne change pas grand-chose. À moi de voir si je veux imaginer qu'il y en a 10 ou 100. Tu peux voir, tu vois, en bas à droite, il y a écrit participants, on est 3, et tu vas pouvoir voir le nombre augmenter petit à petit par écart. Ouais, d'accord. Mais bon, je vais pas trop tripoter le bazar parce que... Ah non, mais tu peux juste regarder, enfin tu vas voir le nombre, il va changer en temps réel. D'accord. Mapic. C'est Isabeau qui va voir tous les bonjour, Ouais. bonjour, merci. La semaine passée, je disais rien, je regardais Mathilde dire et je souriais, j'étais. Ouais. Donc ça commence à Ekara, c'est ça? C'est ça. Oui, oui. Donc comme la dernière fois, vers 12, je vais enlever ma caméra, mon micro, et je ferai start à 15. Et donc du coup, Isabeau prendra le relais de la présentation. Un truc. Tu es doctorante en quoi exactement, Sonia, que je dise pas de bêtises? Sciences de l'éducation et de la formation. Sciences de l'éducation et de la formation. Parce que la semaine passée, Mathilde, elle s'est trompée. J'étais non, Qu'est-ce qu'elle a dit? je sais plus, elle a dit que j'étais doctorante en sciences appliquées, je crois, au lieu de Mais linguistique oui, oui, appliquée. oui, oui, J'étais oui, là, oui, 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 oui. ah bon? C'est vrai. Oui, moi aussi, je suis... Ah bon? Je savais pas, mais bon, j'avais pas à la reprendre. Ah, on en apprend tous les jours. Bon, j'ai repris son texte presque mot pour mot. Hein. Comme ça, j'étais Ah sûre oui, de pas dire de bah, bêtises. j'ai fait exactement la même chose, au moins comme ça, c'est ça. On n'oublie rien, tout est parfait. Que présenter le projet, il n'y a pas mieux que qu'elle pour ça. Donc, Ah C'est bah ça. ouais, c'est vrai que plus ouais, ce projet, je sais pas si je saurais très bien le présenter moi-même. non, moi non plus. Enfin, oui et non, j'oublierai sûrement des choses. Mm. Voilà. Je suis allée faire pipi avant qu'il soit quart. Ciao. Je vais manger une pastille, moi. En
proposes pas une? Non, ça aurait été avec plaisir, mais malheureusement, C'est des pulls molles, je sais pas si tu connais. non. Oh, c'est un vieux truc. C'est un truc qui date de 1946, première édition du pull molle. Ah oui. Ouais. Et je mangeais ça quand j'étais petite. Et puis l'autre jour, à la parapharmacie, j'ai vu qu'il y en avait. Je crois, putain, tel les goûts de l'enfance. Hmm. Mm. Moi, j'ai fait mon stage à Vichy, donc pendant 6 mois, j'ai mangé des pastilles. Ah ouais. C'est sucré, ça, par contre, les pastilles Vichy. Ouais. Mais c'est bon. Et le goût reste inchangé depuis Ah des ouais. dizaines d'années. Moi, c'était mon arrière-grand-père qui en avait toujours et qui nous en donnait quand on était gamin, quand on venait le voir. Donc c'est vrai que c'est toujours agréable de parler de pastilles Vichy, quoi. C'est ce qu'on appelle la Madeleine de Proust. C'est ça. Ouais, bah moi, c'est mon pull molle. Il y a de la réglisse dedans et du miel. C'est bon. Ah oui. C'est bon pour la voix parce que moi, j'ai des problèmes de voix, justement. Et là, je me dis, s'il faut que je tienne 30 minutes, à un moment donné, ma voix, elle va partir. Tu vois, il va y avoir un raillement. Hein. Mhm. Bon, c'est bien de manger ça. Et tu bosses aussi avec Thierry Dancini? En fait, ça fait partie à peu près du même programme. C'est la DIP, tu vois. Après, ils ont le Learning Lab et la Fabrique des formations et un des millions du Learning Lab. Voilà, donc c'est-à-dire que je travaille avec eux, mais de très loin. On a de D'accord. temps en temps des communications, mais voilà. La personne à qui je dois rendre compte, c'est Jean, donc. Pardon. Isabeau, je suis en train de... Tu connais ça? Non. Bon, tant pis. C'est quoi? C'est, comme je disais à Justine, ce sont des pastilles que je mangeais, enfin que je suçais quand j'étais petite et ça n'existait plus. La production s'est arrêtée. Et j'ai redécouvert ça l'autre jour quand je suis allée à la parapharmacie. Et je me suis dit, chouette. C'est un signe. Voilà, donc ouais, je retrouve des goûts de l'enfance. C'est bien. Ça, c'est chouette. Bon, est-ce que vous êtes prête? Oui. Parfait. Donc, je vais enlever mon micro, tout ça, et je vais start le webinaire. Ok? Donc, Isabeau, tu vas voir, les participants vont augmenter. Donc, bon courage. C'est parti. Ouais, merci Justine pour ton aide. Bonjour. Ça commence déjà à augmenter. Bonjour. Bienvenue à ce nouveau webinaire de la semaine. Bonjour. Voilà, on a déjà une petite cinquantaine, c'est pas mal. Très bien. Bonjour à tout le monde. Je vais attendre encore 2-3 minutes avant de commencer la présentation.
Bonjour à ceux qui viennent d'arriver. Alors, je vois déjà dans les questions-réponses des demandes d'accès aux anciens webinaires. Ils ne sont pas encore en fait disponibles sur le site. Donc, Florence, comme vous dites là, ils sont en effet pas encore disponibles sur le site, mais ils seront bientôt mis en ligne. On va les mettre en ligne d'abord sans les sous-titres néerlandophones et puis on mettra donc les sous-titres plus tard. Mais donc, c'est normal que vous ne les trouviez pas encore puisqu'ils ne sont pas encore mis en ligne. Ouais, je vais encore attendre 2-3 minutes et puis je lancerai la présentation. Oui, Florence, les précédents seront postés aussi. Donc, tous les webinaires seront disponibles sur le site ainsi que ceux qui vont aussi être donnés dans les prochaines semaines et celui d'aujourd'hui, évidemment. Merci à vous d'être là. Alors, il est presque 20. Je vais commencer maintenant donc un peu la présentation du projet. Pour ceux qui ont déjà assisté à d'autres webinaires, je suis désolée, ça va être un peu répétitif. Mais donc voilà, pour les nouveaux d'entre nous, il est nécessaire de refaire une petite présentation. Donc, je vous souhaite la bienvenue donc, dans ce 4e, je pense, si je ne me trompe pas, webinaire de dissémination du projet Digilab, qui est donc un projet Interreg transfrontalier France, Wallonie et Vlaanderen. Moi, je m'appelle Isabeau Fievet et je suis de la KU Leuven-Culac à Courtrai, donc en Belgique. Et je viens de terminer mon doctorat. J'ai participé aussi aux recherches effectuées dans le cadre de ce projet et je serai donc votre modératrice dans ce webinaire. Avant de laisser donc ma collègue Sonia de l'ULIL vous présenter une partie des résultats du projet, je vais un peu présenter donc Digilab. Donc, qu'est-ce que justement est ce projet Digilab ? Alors, il est à la base donc de cette série de webinaires qui a pour objectif d'améliorer les dispositifs de formation en ligne par l'introduction de technologies ou de nouvelles méthodes pédagogiques. Donc, le partenariat de ce projet est composé de l'ULIL, dont Sonia fait partie, la KU Leuven Campus Courtrai, donc KU Leuven-Culac, dont je fais partie, l'ICampus, le Centre de recherche Multitel, l'Université ouverte et l'Agence du numérique. Et tout ce partenariat a mené un travail de recensement des formations en ligne existantes déjà donc, dans notre région d'action, donc Wallonie, Vlaanderen et France, donc plutôt le nord de la France. Et on a étudié 9 formations en ligne qui sont représentatives et on y a analysé, j'y arriverai, ce qui fonctionne et ce qui fonctionne moins bien donc, pour ces formations. Et on a donc ensuite proposé des activités de remédiation et elles ont été validées au travers de diverses évaluations et d'expériences. L'objectif du projet est donc de lutter contre le décrochage important dans ce type de formation, donc dans les formations en ligne, les MOOC, etc. Par exemple, on sait qu'il y a beaucoup d'abandon et on a voulu donc amener un plus grand nombre de personnes vers la formation en distanciel et donc à l'amélioration de leurs compétences aussi. Puisque le but principal aussi de Digilab, c'est de se concentrer sur les formations pour des métiers en pénurie, mais aussi des métiers émergents et aussi et surtout au bilingualisme, puisque le projet Interreg fait donc partie de France, Wallonie et Vlaanderen. Donc, maintenant pour ce webinaire concernant tout ce qui est pratique, donc vous avez accès aux questions-réponses qui permettent de poser des questions au fur et à mesure de la présentation. J'en sélectionnerai un maximum à poser à Sonia à la fin de la présentation et j'essaierai de répondre à certaines pendant la présentation.
Si vous avez encore des questions après le webinaire et que Sonia n'a pas eu le temps d'y répondre, eh bien, vous pouvez les poser sur le site du projet via le formulaire de contact. Il y a aussi un guide reprenant les résultats du projet qui sera téléchargeable sur le site aussi, donc nous sommes en train d'y travailler. Et voilà, c'était, je pense, tout ce que j'avais à dire. Je vais vérifier que personne n'a déjà des questions sur tout ça. Voilà, non, apparemment, le son n'est pas très bon. Je ne sais pas, est-ce que pour toi, Sonia, le son, ça va? Tu m'entends bien Ah ou... oui, moi c'est parfait, oui. Ok. Donc, je ne sais Peut-être pas, ça doit... que la personne a un problème de Wi-Fi, non? Peut-être, je ne sais pas. Donc voilà, je vais laisser en tout cas maintenant Sonia présenter son webinaire. Donc, elle est doctorante en sciences de l'éducation et de la formation et elle va vous parler de l'apprentissage donc à distance, etc. Voilà, je te laisse la parole. Ok, eh bien, bonjour à toutes et à tous. Donc, j'espère que vous m'entendez bien. Alors, comme l'a indiqué Isabeau, que je remercie, donc je suis Sonia Proust-Androvka, doctorante à l'Université de Lille, en France. Alors, ce que je vais vous présenter ici s'intitule Le travail en groupe en formation à distance, quand la présence rencontre la distance. Alors, je précise qu'il s'agit là d'un retour sur une recherche que j'ai menée pendant 3 ans durant mon doctorat qui se termine tout bientôt. Voilà, alors c'est parti. Alors, je vais commencer par quelques éléments introductifs et notamment par évoquer la formation à distance, qui a longtemps été considérée comme un moyen, je dirais, un recours faute de mieux pour se former, du fait de la séparation physique qui la caractérise d'emblée par rapport à la formation en présentiel. Mais elle est en constante évolution depuis ces dernières années, notamment grâce aux opportunités offertes par le développement d'Internet et du Web 2.0 qui bénéficient directement aux dispositifs de formation en ligne, en tout cas d'un point de vue technologique. Alors aujourd'hui, elle offre en effet des environnements d'apprentissage à partir desquels il devient plus facile pour l'apprenant d'interagir avec l'environnement technologique, le contenu d'apprentissage, les enseignants, mais aussi avec ses pairs. Alors, en parallèle, ce contexte d'innovation technologique ouvre la voie à de nouvelles perspectives d'un point de vue scientifique. Et en fait, ce contexte nous invite à reconsidérer la notion de distance, qui fait immédiatement penser à ce qui sépare, à ce qui éloigne, et donc à reconsidérer cette notion de distance au profit plutôt de réflexion sur la proximité ou encore sur la présence à distance. Donc, il s'agit là, en fait, de considérer que la formation à distance peut être vue sous un angle mélioratif, qui rapproche, qui rassemble, et comment? Eh bien, en prenant appui sur les dimensions sociales et collectives des interactions. Alors, les recherches sur la présence sociale qui réfèrent spécifiquement à un contexte d'activité collective entre pairs en ligne, eh bien, elles sont émergentes en France et font l'objet d'une modélisation récente par Gézégou qui propose le modèle de la présence sociale en e-formation. Alors, le modèle de la présence sociale en e-formation repose sur le principe selon lequel, je cite, certaines formes d'interaction sociale lors d'activités collectives en ligne permettent de créer une présence entre apprenants, ainsi qu'entre apprenants et formateurs au sein d'un espace numérique de communication. Alors, le modèle, comme on le voit ici sur ce schéma, décline la présence en 3 dimensions. Donc, on a la présence socio-cognitive, la présence socio-affective et la présence pédagogique. Et en fait, la mise en synergie de ces 3 présences favoriserait l'émergence et le développement d'une communauté d'apprentissage en ligne. Alors, j'ai au départ souhaité m'intéresser dans cette recherche aux interactions entre apprenants qui renvoient donc aux 2 premières dimensions du modèle. Alors, à quoi renvoie la présence socio-cognitive? Et en fait, pour faire court, c'est l'ensemble des interactions sociales, donc interactions entre apprenants, qui vont témoigner de la collaboration de ces apprenants pour effectuer une ou des activités collectives. Et cette collaboration va impliquer d'exprimer donc au sein du groupe
ces divergences, de confronter ces points de vue, de s'ajuster aussi mutuellement, de négocier, de délibérer. Et la présence socio-affective, hein, elle, correspond aux interactions entre apprenants qui permettent de créer un climat socio-affectif qui va être favorable à la réalisation de l'activité collective. Alors, quels sont les intérêts de cette recherche? Eh bien, en fait, elle visait à renouveler l'approche de la dimension sociale et collective des interactions entre apprenants, c'est-à-dire à mieux comprendre les interactions entre pairs dans un contexte de formation à distance. Alors, pourquoi? Eh bien, parce que, évidemment, on note un intérêt croissant hein, dans les dispositifs de formation à distance pour le travail de groupe, avec la mise en place d'activités collectives entre pairs, le but étant notamment eh bien, de faire face à la dispersion géographique des apprenants, mais aussi à lutter contre l'isolement, hein, qui est un facteur important de décrochage et en conséquence d'abandon, de diversifier également les méthodes d'apprentissage en privilégiant la participation active des apprenants par opposition à un mode transmissif qui va de l'enseignant aux apprenants, de proposer également des approches par projet, par exemple, hein, qui permettent souvent de nourrir la motivation des apprenants. Et puis, il y a aussi une volonté, dans le cadre de l'apprentissage tout au long de la vie, qui est un enjeu sociétal, hein, donc une volonté de développer un certain nombre de compétences clés, organisationnelles, relationnelles, par exemple, qui sont des compétences qui se développent bien et qui se développent même tout court, je dirais, par le travail en groupe. Alors, comment mieux comprendre ces interactions entre pairs dans un contexte de formation à distance? Eh bien, moi, j'ai choisi une approche compréhensive, c'est-à-dire que l'option que j'ai privilégiée était d'approcher les interactions entre pairs directement à partir du point de vue des apprenants eux-mêmes. Et ce, eh bien, en suivant une démarche qu'on appelle démarche inductive. Alors, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, une démarche inductive, en fait, c'est une méthode scientifique qui consiste à partir directement de faits, hein, des données brutes qui sont récoltées sur le terrain, pour aboutir à une généralisation empirique pour construire une proposition théorique. Alors, question initiale de recherche. Alors, le mot ici, initial, est très important car dans une démarche inductive, là où les questions de recherche et le choix des paramètres étudiés et des observables qui correspondent, eh bien, sont susceptibles de changer au cours de la recherche. Ça veut dire que c'est une méthode qui va demander de la part du chercheur de s'adapter finalement au déroulement de l'étude empirique. Bon, en tout état de cause, au début de cette recherche, les questions que je me suis posées étaient les suivantes. De quelle nature sont les interactions entre pairs dans le cadre d'activités réalisées en groupe restreint et à distance? Et plus précisément, eh bien, quelle perception les apprenants ont-ils de ces interactions? Alors, dans ces deux questions initiales, hein, on a des mots-clés importants tels que interaction, groupe restreint, perception. Donc, ce sont des mots-clés qu'il est nécessaire, à mon sens, de définir. Donc, groupe restreint d'abord, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est un groupe qui est composé d'un nombre limité de personnes. Donc, ici, il est indiqué entre 3 et 20 personnes. Il s'agit de personnes qui agissent, interagissent ensemble dans la recherche, la définition, la poursuite de buts communs. Si, par exemple, on prend 5 personnes sont réunies par hasard dans un ascenseur, eh bien, elles ne vont pas constituer un groupe, tout simplement parce qu'elles ne font rien de particulier ensemble pour atteindre le but, par exemple, qui serait d'accéder au 6e étage. Voilà, donc vraiment, un groupe, c'est vraiment quelque chose de spécifique.
avec un but commun. Ça, c'est très, très important. Donc, autre définition importante, celle des interactions sociales. Alors, les interactions sociales, ce sont les relations interhumaines verbales ou non verbales qui provoquent une action en réponse chez l'interlocuteur qui elle-même a un effet sur l'initiateur de la relation. Et puis, on a un troisième mot-clé ici, la perception sociale, qui est la manière dont un individu perçoit les caractéristiques d'autres individus et se forge une impression sur eux. Cette perception va influer sur la façon dont cet individu rend compte du comportement des autres. Alors, le terrain de recherche est le master deuxième année sciences de l'éducation, option ingénierie pédagogique multimodale, qui est un master proposé intégralement en enseignement à distance à l'Université de Lille, au département CEFA. J'en profite pour faire un petit peu de publicité. Alors, cette formation s'adresse à des adultes qui sont en reprise d'études et qui souhaitent se former aux pratiques numériques et aux méthodes d'ingénierie pédagogique. Le dispositif utilise une plateforme pédagogique numérique appelée Axel. Sur cette plateforme, les enseignants dispensent et animent les cours qui proposent une alternance d'activités individuelles et d'activités collectives pour lesquelles les apprenants sont invités à constituer des groupes. Ces activités collectives s'inscrivent dans un cadre qui est peu contraignant, c'est-à-dire que les apprenants s'organisent librement au sein de leur groupe. Ils vont définir eux-mêmes les tâches à réaliser en fonction en fait, de l'activité, en fonction des objectifs à atteindre. Alors, j'ai d'abord réalisé 2 études dont la finalité, comme je l'ai indiqué précédemment, était d'identifier la nature des interactions entre pairs à travers ce qu'en disent les apprenants eux-mêmes. Alors, pour ce faire, j'ai interrogé 2 panels d'apprenants donc au sujet des interactions qu'ils avaient avec leurs pairs lors des activités collectives qui réalisaient par groupe de 3 personnes. Donc, pour la première étude, le panel se composait de 12 apprenants. Il s'agissait de la promotion 2016-2018. Et au moment de l'étude, on le voit ici sur le schéma, eh bien, les groupes travaillaient ensemble depuis 6 mois et ils avaient réalisé ensemble environ 10 activités collectives. Pour la seconde étude, le panel se composait de 18 apprenants de la promotion 2018-2020. Et au moment de l'étude, eh bien, les groupes étaient constitués à peu près depuis 2 mois et ils avaient réalisé ensemble seulement 2 activités collectives. Donc, sur ce schéma, on voit que les apprenants ont bénéficié d'une semaine d'intégration qui s'est déroulée à distance au début de la formation. Alors, cette information est importante à considérer. Enfin, j'y reviendrai plus tard dans la présentation. Alors, comme l'objectif de cette recherche était d'étudier, je dirais, la dimension perceptive et non pas objective des interactions entre pairs, la collecte des données s'est faite en adoptant une méthode qualitative par le biais d'entretiens individuels que j'ai réalisés. Donc, les entretiens duraient à peu près 45 minutes. Et lors de ces entretiens, en fait, j'avais 2 questions principales qui ont été déclinées ensuite en plusieurs questions selon la manière dont se déroulait l'entretien. Donc là, nous avons des questions qui étaient volontairement larges. Comment interagissez-vous avec vos pairs lorsque vous effectuez avec eux une activité collective? Sur quoi interagissez-vous? Alors, donc ici, on voit le schéma des 2 études. Donc, les données qualitatives qui ont été collectées ont été analysées de manière quantitative au moyen du logiciel Iramutech. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas, Iramutech permet d'appréhender par divers traitements statistiques des données textuelles. Alors, la principale exploitation
des corpus, et c'est ce que je vais vous montrer juste après, a consisté à classifier les données textuelles issues des 2 corpus d'entretien par l'intermédiaire d'une classification hiérarchique descendante. Alors, cette méthode de classification hiérarchique permet en fait de regrouper des segments de texte en classes selon la distribution des mots dans un corpus textuel avec un test de dépendance du Ki2 qui est opéré. Et à la fin du processus de calcul, eh bien, la méthode permet de mettre au jour des mondes lexicaux. Alors, donc ici, on a le résultat sous forme d'une CHD de l'étude 1. Alors, l'exercice de la classification vise à obtenir une photographie, en fait, des préoccupations qui traversent les discours des personnes que l'on a interrogées. Donc, l'information essentielle à retenir de cette analyse, c'est ce que l'on appelle, et c'est ce que vous voyez ici à l'écran, un dendrogramme des classes sur lequel se détachent 3 mondes lexicaux. Donc, on a la première classe qui se détache ici à gauche, qui évoque un monde lexical lié aux outils et à leurs usages. Alors, cette classe, en fait, s'est détachée en premier dans le dendrogramme. Ça veut dire que, en fait, les mots qu'elle contient se retrouvent de manière agrégée, non pas dispersés dans les discours. Ça veut dire, plus clairement, que beaucoup d'apprenants en ont parlé, des outils et des usages, mais finalement de manière ponctuelle, et ensuite ils n'y sont pas revenus. La seconde classe qui est sortie de l'analyse se trouve ici au centre. Donc on a déjà une idée de ce que revêt cette classe, simplement en lisant les premiers mots qui apparaissent, donc groupe, distance, formation, lien, ressentir, entendre, échange, ambiance. Et également lorsque l'on accède au contexte d'utilisation des mots attachés à la classe, comme on le voit ici en bas de l'écran, avec le mot groupe par exemple. Donc cette classe, je l'ai étiquetée apport socio-affectif du groupe pour soi, car elle renvoie plus précisément à ce qu'est et à ce qu'apporte la relation avec le groupe. Et puis, ici, on a un ensemble de 2 sous-classes qui, lui, évoquent la conduite de l'activité avec le groupe en termes d'organisation et d'adaptation. Voilà, adaptation que le travail en groupe demande. Alors, malgré le fait que les apprenants aient été interrogés sur leurs interactions avec leurs pairs lors de la réalisation des activités collectives, donc on s'aperçoit que la dimension socio-affective prend quand même une place importante. Alors, les questions que je me suis posées suite à ce constat. Est-ce que finalement cet état de fait est dû au fait que les groupes ont déjà à leur actif une dizaine d'activités collectives et que les apprenants, par conséquent, se connaissent assez bien et entretiennent de bonnes relations? Et où est-ce que cette part importante de socio-affective, elle est liée spécifiquement au tempérament, au caractère de ces apprenants-là précisément? Donc, à partir de là, ce qui était intéressant de faire, c'était de repérer si ces mondes lexicaux identifiés donc lors de la première étude se révélaient à nouveau au sein d'un nouveau corpus, c'est-à-dire avec des apprenants issus d'une autre promotion qui évoluent dans un contexte de formation similaire, mais dont la mise au travail en groupe est récente. Je profite encore une fois de ce schéma pour vous indiquer que pendant la première phase de formation, en fait, les apprenants choisissent de se répartir en groupes, mais que les groupes sont figés jusqu'à la fin de la phase 1. Et en fait, au début de la phase 2 de la formation, ils ont la possibilité de changer de groupe ou de rester dans leur groupe d'origine. Voilà, c'est une information importante, j'avais oublié de la dire. Bon, en tout cas, je ne vais pas comparer dans le détail les résultats des 2 études parce que je pense qu'il nous faudrait beaucoup de temps, mais je vous en présente ici une synthèse. Donc,
dans les deux cas, les outils et les usages ont été évoqués. Les apprenants en ont fait état de manière significative, mais aussi de manière ponctuelle. Le travail collectif est évoqué dans les deux études, mais alors, il correspond pour une large part à la manière d'organiser le travail, c'est-à-dire aux méthodes, à la planification du travail, à la répartition des tâches. Et finalement, les interactions socio-cognitives, c'est-à-dire les opérations intellectuelles pour réaliser l'activité en groupe, sont peu présentes, en tout cas dans les discours. En revanche, la dimension socio-affective des interactions apparaît dans les deux cas de manière assez prégnante, que les apprenants finalement aient à leur actif 10 activités collectives avec le même groupe ou seulement 2. Alors, l'usage d'une méthode statistique textuelle a permis, dans cette recherche, de réorienter le questionnement initial et donc à développer cette nouvelle question. Dès lors que les apprenants réalisent en groupe des activités collectives à distance, quelle perception d'un point de vue socio-affectif ont-ils de leurs interactions avec leurs pairs? Voilà, ce qui m'a amené à réaliser donc une troisième étude où là, eh bien, j'ai repris les données d'entretien recueillies dans le cadre de l'étude 2 et j'ai effectué cette fois une analyse qualitative et plus précisément une analyse à l'aide des catégories conceptualisantes qui est une méthode d'analyse portée par Payet et Mucchielli. Alors, ce type d'analyse, en fait, va chercher à produire la théorie d'un phénomène. Le but étant, dans cette recherche, non pas d'expliquer un phénomène, mais plutôt de le comprendre. Donc, brièvement, les principales étapes de l'analyse par catégorie conceptualisante sont les suivantes. On effectue un examen minutieux des données empiriques. Alors, j'entends par minutieux notamment des lectures répétées des données d'entretien pour pouvoir identifier dans les données ce qui révèle spécifiquement des objectifs de recherche. Donc ici, on est bien focalisé sur l'aspect socio-affectif des interactions. On effectue un encodage des segments de texte pour créer des catégories. Donc, dans le cas de l'étude 3, il y a pu y avoir plus de 40 catégories, dans mon souvenir, qui ont été réduites finalement à 15-20 en effectuant un travail de rapprochement des catégories qui étaient redondantes ou similaires. Et j'ai effectué une explicitation de ces catégories. Ensuite, il y a eu une mise en relation théorique des catégories pour aboutir à la création d'un schéma théorisant qui intègre les plus importantes catégories. Donc, dans l'étude 3, il n'est resté que 5 catégories. Et à la base, j'en avais à peu près 40. Donc voilà, donc tout ce processus a été conduit pour l'étude 3. Et puis, eh bien, une étude 4 s'est presque imposée. Disons qu'après le premier trimestre, donc, comme je vous l'ai indiqué tout à l'heure, les apprenants avaient la possibilité de changer de groupe. Donc ce changement est inscrit dans le scénario pédagogique de la formation. Et cette recherche avait débuté lorsque, dans la promotion 2018-2020, eh bien, les groupes ont eu la possibilité de changer de configuration. Donc, j'ai souhaité, toujours en suivant une approche inductive et en réalisant de nouveaux entretiens individuels, explorer les causes de dissolution des groupes concernés. Donc, ça concernait 2 groupes, soit 6 apprenants. Donc, je voulais savoir finalement si les perceptions qu'ils avaient de cette dissolution relevaient de la dimension socio-affective des interactions. Voilà, et si en fait c'était presque en miroir négatif ce que l'on obtenait durant l'étude 3.
Et eh bien, pour boucler la boucle, j'ai souhaité, donc, dans le cadre d'une 5e étude, reprendre les entretiens qui avaient été réalisés ici, lors de l'étude 1, et eh bien, les analyser en suivant le même procédé que pour les études 3 et 4. Alors, à l'issue du travail d'analyse mené lors des 3 études précédentes et d'un groupement de catégories issues de ces 3 études, eh bien, a émergé un schéma théorisant général qui montre une représentation de la dimension socio-affective des interactions, donc des perceptions de présence des pairs dans un contexte de formation particulier, hein, puisqu'il s'agit du master ingénierie pédagogique multimodale. Et la mise en relation théorique des catégories qui ont émergé des analyses donc, a permis la création de 4 dimensions: une reconnaissance de soi par les autres, une intimité relationnelle, un environnement social sécurisant, un esprit communautaire. Les flèches ici sur ce schéma symbolisent en fait le fait que ces 4 dimensions interagissent entre elles. Une chose à préciser aussi, c'est que ces dimensions en fait ne sont pas linéaires, c'est-à-dire qu'une ne découle pas nécessairement de l'autre. Alors, derrière ces dimensions, il y a des concepts théoriques qui permettent de comprendre ce qui se joue d'un point de vue socio-affectif à travers les interactions sociales. Par exemple, derrière la dimension un environnement social sécurisant, eh bien, on va retrouver le concept de sécurité psychologique en équipe. Donc voilà, alors j'arrive presque au terme de cette présentation. Donc vous vous souvenez que j'ai choisi comme intitulé de ce webinaire « Le travail en groupe en formation en ligne, quand la présence rencontre la distance ». Eh bien, on voit bien là, à travers cette recherche, qu'en formation à distance, les interactions entre pairs sont cruciales. Et même si, eh bien, d'un point de vue pratique, hein, on pense d'abord aux bienfaits suscités par le travail de groupe d'un point de vue cognitif, il y a de gros enjeux pour l'apprentissage à considérer également l'aspect affectif des interactions qui participent à la création d'une présence. Alors, je finirai cette présentation par quelques pistes qui laissent entrevoir, en fait, à travers cette recherche, un certain nombre de points sur lesquels eh bien, les concepteurs et les équipes pédagogiques de dispositifs de formation peuvent s'appuyer. Je ne sais pas quel public nous avons aujourd'hui, mais peut-être que certains d'entre vous en sont. Donc, ça peut peut-être vous intéresser. Donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, les activités de groupe, c'est vrai, sont de plus en plus plébiscitées dans les formations en ligne. Pour autant, la dimension socio-affective des interactions entre pairs y est rarement prise en compte par les dispositifs de formation en ligne. Alors, dans le dispositif investigué, j'ai évoqué le fait que les apprenants ont bénéficié d'une semaine d'intégration à distance avant le début des cours. En fait, cette semaine, elle est cruciale. Alors, je ne vais pas m'étendre sur cette semaine d'intégration et sur le pourquoi elle est cruciale. Je vous invite à vous inscrire prochainement au webinaire qui sera présenté par Pierre-André Caron dans le cadre du Digilab pour en savoir plus. Donc, ce sera un prochain vendredi dans ces mêmes heures. Voilà. Mais en tout cas, moi, ce que je peux vous en dire, c'est que pendant cette semaine d'intégration, diverses activités individuelles et collectives sont proposées. Alors, ce qu'il est possible de faire comme activité individuelle, activité collective, c'est de mettre en place des activités simples de type brise-glace en groupe pour permettre aux apprenants de s'essayer au travail collectif à distance, parce que ce n'est pas inné, mais aussi de leur permettre de manipuler eh bien, les outils numériques qu'ils devront utiliser pour interagir et travailler en groupe. Et puis, faire varier
par exemple, la répartition des apprenants dans les groupes, donc toujours pendant cette semaine d'intégration. Donc, faire varier la répartition des apprenants dans les groupes selon les activités proposées pour permettre tout simplement aux apprenants de se connaître au sein de la promotion. Dans le cadre de ces activités, il est opportun de mettre en évidence les compétences sociales et relationnelles qui sont requises pour travailler en groupe. Ça peut être l'occasion d'amener les apprenants à prendre conscience de l'importance d'adopter des comportements et attitudes socio-affectifs favorables à vraiment une dynamique positive de collaboration. Ça peut être également l'occasion de donner à chacun quelques clés pour évaluer d'un point de vue personnel, individuel, ce qui lui paraît finalement essentiel pour constituer un groupe dans lequel il se sentira a priori à l'aise pour interagir et apprendre. Une autre piste de réflexion, et je finirai là-dessus, vient du constat que les apprenants interrogés dans le cadre de cette recherche m'ont rapporté qu'ils ont rencontré beaucoup de difficultés à prendre un temps de réflexion collective pour améliorer la dynamique relationnelle de leur groupe, compte tenu notamment des cadences de travail soutenues qu'exige cette formation. Alors, ce constat pourrait inviter les concepteurs de dispositifs à intégrer dans leur scénario pédagogique des temps véritablement dédiés à la prévention et ou à la régulation des dysfonctionnements relationnels qui sont évidemment susceptibles d'apparaître au cours du travail collectif. Alors, ce travail de régulation pourrait être soutenu par un membre de l'équipe de coordination pédagogique qui occupe une position distanciée en fait par rapport à la formation, comme par exemple un ingénieur pédagogique, comme c'est le cas d'ailleurs dans le Master 2 qui a été investigué. Donc, voilà, écoutez, je vais m'arrêter là. Je vous remercie de votre attention. Si vous avez des questions, je suis là. Je suis toute oui. Merci beaucoup Sonia pour cette passionnante présentation. Je ne suis pas la seule à le dire. Alors, pour le moment, pas encore beaucoup de questions. Alors, j'en ai une de Aurélie qui demande peut-on vraiment influencer la dimension socio-affective du point de vue pédagogique? Elle dit qu'elle a vécu personnellement ce master et qu'elle n'est pas sûre que la semaine d'intégration a été le facteur déterminant, même si elle y a contribué. C'est dommage qu'on ne puisse pas avoir le témoignage de cette personne. Alors, effectivement, on ne peut pas maîtriser en fait cette dimension socio-affective. Par contre, d'un point de vue pédagogique, certainement que l'on peut quand même essayer de faire en sorte qu'elle arrive. Alors, effectivement, cette personne indique que la semaine d'intégration n'a pas été profitable. De ce point de vue-là, en tout cas, peut-être que lorsqu'on intègre une semaine d'intégration dans une formation à distance où en fait les travaux de groupe sont très importants, peut-être qu'il faut revoir le scénario pédagogique de cette semaine d'intégration. En tout cas, je pense que le fait d'intégrer dans cette semaine d'intégration des activités collectives quand même qui vont pouvoir faire en sorte que l'apprenant va tester les outils, va pouvoir, si on varie les personnes au sein des groupes en fonction des activités, va pouvoir connaître aussi la promotion, parce que finalement, il se passe quoi lorsqu'on arrive dans une formation à distance? C'est que la question est de savoir comment faire groupe en fait dans une formation à distance. Finalement, comment on peut transformer un groupe informel d'apprenants qui est réuni, dont les apprenants sont réunis simplement au départ parce qu'ils sont inscrits à une même formation, à une véritable finalement communauté d'apprentissage. Sans doute que ce master, je n'ai pas voulu montrer ce master comme étant
la solution à tout, mais je pense qu'en tout cas, ce qu'il propose est assez intéressant et on peut suivre cette voie. Mais c'est vrai que d'avoir des retours des personnes qui ont directement vécu ces moments-là serait vraiment intéressant. Ok, merci beaucoup. Florence demande que tu remontres la slide numéro 7. 7/20. Alors, attendez. Voilà, on va pouvoir prendre note. Alors, on a une deuxième question de Lou Paul qui dit « Pourrait-on parler de socioconstructivisme en ligne ?» J'aurais aimé qu'on précise la question, en fait. Je n'ai pas plus de, de détails, donc si Lou Paul veut repréciser sa question, Sonia pourra peut-être y répondre après. Alors, on a une autre question en attendant. L'intérêt particulier des apprenants du master IPM pour l'EAD a dû avoir un effet important sur leur comportement. Avez-vous comparé à des études impliquant des publics moins spécifiques ? Malheureusement, je n'ai pas eu cette chance. Disons que le projet Digilab intégrait 9 use cases et donc ce master faisait partie des use cases investigués et c'était le seul qui a cette particularité de proposer beaucoup d'activités collectives dans une formation à distance. Donc, je n'ai pas pu comparer, mais c'est vrai que j'aimerais poursuivre en fait mes recherches dans ce sens-là. En tout cas, élargir. Voilà. Okay, merci. Alors, une autre question de Julien. Avez-vous aussi rencontré des effets nocifs du groupe sur la formation individuelle ? Tu peux répéter la question, s'il te plaît? Parce qu'en fait, Avez-vous elle n'est pas si simple. Avez-vous aussi rencontré des effets nocifs du groupe sur la formation individuelle ? Alors, je ne sais pas ce que notre invité entend par formation individuelle. Est-ce que c'est sur l'apprentissage ou est-ce que J'imagine, oui, c'est je sur suppose. la façon dont on se sent? Alors, je vous ai indiqué que j'avais réalisé une étude de 4, donc avec des apprenants dont la configuration des groupes avait changé. Voilà. Et je leur ai demandé pourquoi en fait le groupe s'était dissous et est-ce que ça avait un caractère socio-affectif ou non. Enfin, est-ce que c'était lié aux interactions socio-affectives ou non. Et c'est vrai qu'avec ces personnes-là que j'ai interrogées, j'ai bien compris que ça les avait vraiment perturbées, le fait que ça se passe pas très bien, voire pas du tout en groupe. Pour certaines personnes, elles ont vraiment vécu un moment difficile en groupe. Et il y a même une personne qui m'a confié ne plus se reconnaître. Elle avait vraiment changé de caractère dans ce groupe. Elle est par ailleurs très proactive, beaucoup dans l'échange, etc. Et là, en fait, elle s'apercevait qu'elle mettait en place des stratégies contre-productives. Donc oui, effectivement, ça peut être assez déterminant. Après, pour ce qui est de l'apprentissage en tant que tel, je ne sais pas, je ne l'aurais pas. Enfin, cette recherche, en tout cas, ne s'orientait pas dans cette voie-là. Ouais, ok, merci beaucoup. Alors, il y a beaucoup de questions, de commentaires qui arrivent. Je prends la question de Guillaume, ou Monsieur Guillaume, je ne sais pas. Ou Madame, comment peut-on faire pour favoriser la présence socio-affective lorsque la formation en présentiel passe en formation 100% en distanciel, Covid et confinement ? C'est vrai que là, on est au cœur du sujet. Ouais, bah oui, j'ai encore lu un article qui est paru là dans Le Monde qui indiquait que les étudiants beaucoup en décrochage. Ah. Es-tu encore là ? Euh... T'entends, mais tu ne Oui, bouges je plus. suis. On t'entend encore. Ouais. Là, vous me voyez ? On voit ton écran, mais
tu es bloqué, mais c'est pas grave. L'important, c'est qu'on t'entend. Ok. Bon, je ne sais pas ce qui se passe, mais tous mes écrans se sont éteints, mon ordi. Enfin, je ne sais pas. Bon, bref. Je ne sais plus où j'en étais, je suis désolée. On parlait du 100% distanciel à cause du confinement. Oui, du 100% distanciel. Bien, justement, alors est-ce que dans les formations, en fait, ce qui est intéressant de savoir, c'est comment on transpose une formation présentielle en formation à distance. Si dans la formation en présentiel, on ne propose pas, moi je suis vraiment axée sur les activités collectives, si on ne propose pas d'activités collectives et qu'on transpose tout simplement ce qu'on avait prévu en présentiel en distanciel, je pense que là, le taux de décrochage, il est effectivement très important. Donc, ce qui est important, c'est de prendre en compte, c'est qu'on ne peut pas transposer très simplement comme ça un cours en présentiel, un cours à distance. Il faut vraiment revoir le scénario pédagogique. Oui. Alors, une autre question de Shirley. Êtes-vous favorable au fait d'initier, d'intégrer des interactions informelles dans le scénario ou doivent-elles forcément émaner du groupe lui-même? Et elle dit qu'elle a fait partie de la promotion 2018-2020 et que ce type d'interaction a été déterminant dans son implication, mais qu'il est arrivé tard et n'a malheureusement fédéré que peu de personnes. Là encore, j'aurais voulu avoir plus de... Alors, cette personne parle d'interaction informelle, donc Apéro Skype, ce genre de choses. Apéro Skype, à l'initiative des apprenants eux-mêmes. Elle demande si justement, est-ce que toi, tu serais favorable au fait de l'intégrer, donc le professeur l'intégrerait au lieu des étudiants eux-mêmes? Alors, je ne pense pas. Alors, effectivement, je sais que pour la promotion 2018-2020, les apprenants se sont organisés pour, oui, ils ont dû faire des apéros Skype, des choses comme ça. Je ne pense pas qu'il soit opportun d'intégrer ces moments-là dans le scénario pédagogique. Pourquoi ? Parce que, alors comme je vous l'ai dit en début de présentation, en fait, la formation, elle est installée, elle est installée. Disons que les choses se passent sur une plateforme pédagogique qui s'appelle Axel, où normalement, en fait, les apprenants peuvent interagir. Alors, bon, là, je pense qu'il y a des gens qui sont vent debout parce qu'ils vont dire que cette plateforme n'est pas très interactive. Toujours est-il que des études montrent que même si on essaye de mettre en place énormément de choses, et qu'on intègre dans le scénario pédagogique ce genre de choses, donc des rendez-vous informels, etc., eh bien, les apprenants, ils ne vont pas se diriger vers cette voie. Parce qu'ils vont avoir l'impression d'être... et d'ailleurs, c'est vrai que c'est ce qui m'avait été un peu rapporté quand on me disait qu'ils n'utilisaient pas la plateforme Axel pour interagir en groupe, on me disait, on ne sait pas si on nous écoute, si on suit les traces de nos interactions, on ne sait pas finalement qui a accès ou non à nos conversations. Donc, on se dirige naturellement vers une voie extérieure. Et je pense qu'en fait, laisser cette liberté-là est importante. Après, on peut suggérer aux apprenants de mettre en place ce type de dispositif extérieur, mais je ne pense pas qu'il faille vraiment l'intégrer au scénario. Ok, merci beaucoup pour ta réponse. Alors, est-ce que tu es encore prête pour une ou deux questions? Parce que ça fait quand même un petit moment qu'on pose des questions maintenant. Oui. Alors, il y a une petite question. C'est toi qui... Ah oui, mais bon, voilà. Ici, il y a Isabelle qui demande quelle serait la durée minimum d'une formation pour permettre de mettre en place ce type de dynamique de groupe? Alors, je n'ai pas la réponse. Pas une formation courte, ça c'est sûr, parce que en fait, on voit bien que là, les interactions sociales, avec le temps, elles deviennent des relations. Et finalement, il est là l'enjeu. Et les relations, on ne les crée pas en une semaine, on ne les crée pas en 2 semaines. Donc, je dirais des formations moyen, long terme. Après, je n'ai pas de chiffres
il faudrait peut-être tester sur des formations. Peut-être que déjà 6 mois, franchement, ça dépend. Et puis, ça dépend aussi si les personnes, les apprenants font ça à côté de leurs activités professionnelles ou est-ce qu'elles sont complètement intégrées comme le sont, par exemple, les étudiants en formation initiale. Est-ce que finalement, c'est leur métier d'être enseignant ou est-ce qu'ils en ont autre chose aussi à faire à côté? Donc, je pense qu'en fait, tous ces paramètres-là sont à prendre en compte. Ok. Merci. Désolée si je ne suis pas super précise, mais je n'ai pas forcément la réponse. On ne peut pas avoir la réponse à tout. Alors, je vais prendre une dernière question. Il y en a quand même pas mal. Une ou deux. Alors, il y a une petite question de Fabi. Lors des activités de groupe, y avait-il un médiateur externe? Alors vraiment, lors de la réalisation des activités, normalement non, peut-être à quelques exceptions près. En tout cas, on ne me l'a pas rapporté. Moi, ce que j'ai recueilli, c'est que les apprenants, en fait, vraiment étaient libres de s'organiser comme ils le souhaitaient, à l'heure qu'ils le souhaitaient. Enfin, ils pouvaient faire de la collaboration, de la coopération. Il y en a même qui ont mis en place des stratégies parce qu'ils se sont un peu, à un moment donné, sentis sous l'eau, des stratégies où eh bien, il y en a un qui était désigné ou qui se désignait pour le groupe pour réaliser l'activité collective. Donc, tout était possible. Donc, je ne pense pas qu'il y ait eu une personne extérieure, en fait, qui ait chapeauté les activités. Après, ce sont aussi des apprenants qui sont en reprise d'études. Donc, ils s'intègrent à la formation, ils s'inscrivent à la formation parce qu'ils ont des objectifs à atteindre et tout le monde n'a pas les mêmes objectifs. Donc, tout le monde n'est pas forcément intéressé pour développer des connaissances dans toutes les unités d'enseignement qui sont proposées. Donc, il y a aussi, c'est pour ça qu'il y a aussi des stratégies. Moi, je vais faire plus sur cette activité parce que je veux en faire mon métier ou parce que quand je serai ingénieur pédagogique multimédia, je veux développer ce point-là précisément. Je pense qu'on va arrêter là ou tu veux encore une question peut-être? Je ne sais pas quel est le format, quand est-ce qu'on s'arrête. Bah, normalement, je pense que c'est jusqu'à 1h15, donc on a encore un petit peu de temps, mais tu as déjà eu pas mal de questions, donc comme tu Vas-y. préfères. Encore une? Allez. Alors, Lou Paul redemande pourquoi s'intéresser à la notion de présence à distance plutôt qu'à la notion d'isolement des étudiants? Pourquoi pas? Je pense que c'est un autre sujet, en fait. Oui, je pense aussi. Ouais. C'est comme ça, parce que quelqu'un d'autre s'occupera de la notion d'isolement. Mais qui est, oui, alors ça se rejoint, ça se rejoint à un moment donné, certainement, mais au départ, je pense que ce sont deux sujets très différents. Alors, encore une. Le niveau de qualification et ou de diplôme est-il plus prégnant dans le décrochage-abandon que le scénario pédagogique n'intégrant pas la présence socio-affective dans un FAD? Je n'ai pas la réponse à cette question parce que ce n'était pas l'objet de cette recherche. En revanche, ce que je peux dire, c'est que cette formation, sur cette formation précise, en fait, il y a de nombreuses recherches qui ont essayé d'améliorer en fait le confort des apprenants et notamment en intégrant une semaine d'intégration, mais pas que. On s'est rendu compte que le taux de réussite à la formation était beaucoup plus important. Je sais qu'en 2017, je crois, le taux de réussite était de l'ordre de 90%. Donc, il y avait eu beaucoup moins de décrochage. Alors, est-ce que ce sont ces interactions-là qui influent sur
sur les résultats, certainement, en tout cas pour une part, mais là encore, en fait, cette recherche ne s'est pas penchée sur cet axe-là. Ok, merci. Une toute dernière question. Avez-vous demandé aux étudiants s'ils pensaient que les relations et interactions dans le groupe avaient amélioré leur apprentissage et avez-vous vérifié la corrélation avec les résultats des évaluations pédagogiques? Je n'ai pas vérifié parce que, en fait, comme je vous l'ai indiqué, j'ai choisi une démarche inductive. Donc, en fait, je me suis laissée porter. Disons que j'ai été très à l'écoute des résultats des données que je recueillais, des analyses que j'avais effectuées. Donc, je ne suis au départ, effectivement, je pensais travailler sur les interactions socio-cognitives et les interactions socio-affectives, sauf que eh bien, les analyses m'ont porté juste sur le socio-affectif. J'ai pas répondu complètement à la question. Je ne l'ai plus en tête. La question était, j'essaie de la retrouver. Avez-vous demandé aux étudiants s'ils pensaient que les relations et interactions dans le groupe avaient amélioré leur apprentissage? Oui. Alors, pour la promotion 2018-2020, lorsque je les ai interrogés alors qu'ils avaient effectué seulement 2 activités collectives, la plupart d'entre eux avaient indiqué qu'ils ne percevaient pas, en tout cas, qu'ils avaient appris. Voilà. Après, c'est pas parce qu'ils le perçoivent que c'est le cas. Concernant la promotion précédente, 2017-2019, quand même, globalement, les apprenants, sauf ceux qui ont utilisé des stratégies de secours, comme je l'ai indiqué tout à l'heure, notamment je vais prendre en charge l'activité parce que je veux me spécialiser dans ce domaine et qu'on n'a pas le temps et que voilà, c'est une mesure d'urgence. Mais hors ce type de cas, effectivement, en fait, ils ont beaucoup appris parce que, en fait, lorsqu'ils ont vraiment joué le jeu de l'activité collective, ils ont collaboré, et ils ont débattu et en fait, c'est par le débat aussi qu'on apprend. Ok, merci beaucoup. On va arrêter là. Merci à tous d'avoir assisté à ce webinaire et pour toutes vos questions. Alors, je pense qu'il y a encore un webinaire la semaine prochaine. Je vais vérifier. Je pense que c'est cette fois-ci par Multitel. Alors, vérifions cela. Oui, qui va nous parler de Big Brother et enseignement, la technologie au service de l'apprentissage. Voilà, ce sera par Thomas Grassi de Multitel. Donc, voilà, donc merci beaucoup Sonia et merci à tous d'avoir écouté. Voilà, merci beaucoup. Bon après-midi. Merci. Au revoir. Au revoir.